Bonjour Renaud, Bonjour, salut Pierrot. salut. Alors voilà, pour ceux qui nous écoutent, j'ai ici Renaud Duterme, qui est l'auteur d'un livre que j'ai lu récemment, De quoi l'effondrement est-il le nom? Livre que j'ai apprécié, j'ai trouvé très intéressant, et bien sûr, avant même de commencer, livre dans lequel je suis cité, en tout cas une partie de mes œuvres sont citées, et donc avant de commencer, je voulais te remercier ça me fait tout bizarre d'être cité dans d'autres livres. Moi, je suis un écrivain récent, donc surtout dans un livre qui est d'une qualité universitaire, on va dire, de grande qualité, de recherche. Mais avant toute chose, peut-être je vais te laisser te présenter et présenter ton livre. Ouais, d'accord. Ben, déjà, il n'y a pas de quoi de t'avoir cité. Je l'ai pas, enfin, je l'ai fait vraiment parce que j'ai trouvé aussi qu'il y avait un intérêt certain. Donc voilà, fini les éloges, mais comme ça c'est dit. Donc oui, moi je m'appelle Renaud Duterme, donc je suis belge. Donc comme tu me l'as dit, ça sent peut-être mon accent. Et j'enseigne la géographie. Et parallèlement à ça, je suis militant dans une association qui s'appelle le CADTM, qui est le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Et encore parallèlement à ça, je m'intéresse depuis quelque temps donc à cette fameuse question de l'effondrement. Et voilà, c'est dans ce cadre-là que je fais des recherches depuis maintenant plusieurs années, recherches qui ont débouché donc sur le livre que tu viens de citer. Donc de quoi l'effondrement est-il le nom, donc dans lequel on va pouvoir en discuter. Mais j'interroge un peu la pertinence de cette notion. Tu enseignes à la, non, tu enseignes à l'université? Non, 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 j'enseigne D'accord, dans un lycée en fait, l'équivalent d'un lycée d'accord. Ah non, je en vois, en Belgique. fait, tu es licencié à l'Université libre de Bruxelles, que l'ULB. Voilà, c'est ça. D'accord, Mais j'enseigne dans un lycée. d'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir écrire ce livre? Alors, en fait, j'ai trouvé depuis le début que tous, en fait, depuis que je m'intéresse un peu à l'actualité, bah, tu le sais aussi, on est en crise. Enfin, c'est le mot qui est utilisé. On parle de crise écologique, de crise économique, crise financière, crise migratoire, etc., etc. Et cetera. Et j'ai toujours trouvé ce terme un petit peu, enfin, qui posait problème parce que quand on parle de crise, ben, ça implique un possible retour à la normale, entre guillemets. Mhm. Et voilà, moi je remarque que ce retour à la normale, ben, il n'arrive pas. Et au fur et à mesure de mes recherches, tes recherches, enfin, des recherches de plus en plus sérieuses sur le sujet, ben, on remarque que ce retour à la normale n'est pas possible ni souhaitable. Donc du coup, je crois enfin, voilà, il faut trouver un autre concept. Et j'ai trouvé que le concept d'effondrement était assez intéressant parce qu'il montre qu'il y a pas de point de non-retour. Maintenant, il reste aussi à voir ce que ça veut dire. Et par contre, j'ai été, comme beaucoup, je pense, sensibilisé à la question par le célèbre livre de Jared Diamond, c'est le Mhm. premier livre que j'ai lu, qui m'a beaucoup intéressé, mais dans lequel j'ai trouvé une limite assez importante, c'est-à-dire qu'il considère l'effondrement en généralisant pour ce qu'il nomme la civilisation, c'est-à-dire on serait tous victimes de l'effondrement, on serait tous sur le même bateau, et c'est vraiment ce on, moi, qui m'a dérangé, c'est-à-dire de qui parle-t-on, de quel monde au pluriel parle-t-on quand on évoque l'effondrement. Et j'ai vraiment moi, un parallèle qui me vient toujours à l'esprit quand je parle de ça, c'est comment pourrait-on parler d'effondrement à des réfugiés syriens ou à des gens qui croupissent dans des bidonvilles aux quatre coins du monde? Enfin, je veux dire, ce serait un peu une blague. Donc voilà, j'ai l'impression que cet effondrement concerne plutôt en fait le quotidien d'une minorité sur la planète et en particulier les classes moyennes, puisque c'est nous qui avons un mode de vie qui est de plus en plus hors sol et donc qui est de plus en plus moins autonome et plus vulnérable. Donc voilà un petit peu le point de départ de mes recherches. Alors, Tu me laisses la parole. Je me suis aussi intéressé, je m'intéresse beaucoup à la géographie de par ma profession, forcément. Je me suis beaucoup intéressé au départ, complètement par hasard, au processus de ségrégation urbaine et donc de privatisation des quartiers privés, en fait, ce qu'on appelle en anglais les gated communities. C'est vraiment un concept qui m'a toujours intrigué. Et mhm. au fur et à mesure de mes lectures sur le sujet aussi, j'ai pas pu ne pas faire un parallèle entre cette théorie de l'effondrement, enfin cet effondrement qui est à venir, et ces quartiers privés, dans le sens, voilà, on remarque un peu une privatisation de l'espace de ceux qui en ont les moyens et qui visent un peu à justement se détourner de l'effondrement. C'est-à-dire, peu importe que l'effondrement ou les catastrophes surviennent, tant qu'elles sont derrière les murs. Et c'est un petit peu sur cet angle-là que j'ai axé ma Oui, recherche. j'ai d'ailleurs pas mal apprécié cette approche urbanistique parce qu'elle est souvent
oublié dans beaucoup de livres qui font des analyses économiques et structurelles de notre monde. Et effectivement, tu cites un auteur que j'aime beaucoup, qui est Mike Davis, Mhm. qui est un des grands analystes de l'urbanistique. Mon épouse étant urbaniste, c'est un sujet que en tout cas, je ne sais pas si je le maîtrise, mais en tout cas, j'en entends parler quotidiennement. Et c'est tout à fait vrai ce que tu disais tout à l'heure, que pour beaucoup de gens qui habitent dans des sites qui sont déjà aujourd'hui, effectivement, les Syriens, ils se sont déjà effondrés. Alors c'est peut-être une situation qui va changer, qui va évoluer, on l'espère. Par exemple, on l'a vu au Liban, l'effondrement de l'économie florissante libanaise, elle a donné autre chose, d'autres structures. Et l'Occident ne s'est pas effondré depuis 70 ans et n'est plus habitué. Ça fait déjà 2 générations de personnes qui ne sont plus habituées, sauf des Mhm. cas qui sont, bien sûr, il y a des cas de précarité, mais c'est incomparable avec les favelas de Rio ou de Nairobi ou de Jakarta. Et c'est certainement pas la guerre comme en Afghanistan, en Syrie, en Irak ou en Libye, partout où il y a du pétrole. Et, Mhm. Ouais. et donc, j'ai trouvé cette approche de l'urbanistique vraiment pertinente. En revanche, alors peut-être c'est un point peut-être à réfléchir, à aller plus loin. Lorsque tu parles effectivement tu parles de ces gated communities, et je pense que c'est un élément très important. Oui, et dans la deuxième partie, plutôt vers la fin de ton livre, tu expliques très très bien cette approche de personnes qui sont riches, qui se regroupent et c'est le cas aujourd'hui, qui se regroupent dans des zones qui leur évitent d'avoir les problèmes de cette Mhm. Ouais. globalisation et de ce ultralibéralisme qui s'est globalisé aujourd'hui. Donc ils ne subissent pas les problèmes de ce qu'ils ont causé par idéologie et par chose. Et on le voit d'ailleurs, on le voit aujourd'hui à Paris, que par exemple la population de Nuit Debout, ce sont des enfants de familles aisées, ce ne sont pas des gens qui travaillent le lendemain par exemple, on sent que ce sont des étudiants, etc. Et en même temps, alors c'est là où on a d'ailleurs un tout petit point de désaccord, enfin théorique, puisqu'on ne sait pas, parce qu'on n'est pas Ouais. encore. L'effondrement, il n'a pas encore rejoint le 16e arrondissement ou de Paris ou de Uccle à Bruxelles. Mais ces communautés protégées, elles ne fonctionnent que parce qu'il y a des éléments de sécurité qui sont des gens employés, payés pour leur sécurité. Dans le cadre d'un effondrement, et j'en ai vécu en Afrique, où tu les as sans doute étudiés également à travers le monde, et c'est le cas par exemple au Liban, la sécurité, elle ne fonctionne que s'il y a des liens beaucoup plus forts que celui du salariat, notamment parce que ça fait partie d'un clan, d'une ethnie, d'une tribu ou d'une confession, ou simplement d'un historique très long d'un rapport de donnant-donnant entre des classes dirigeantes et des classes travailleuses, prolétaires on peut dire. Parce Mhm. qu'il y a un lien, enfin il y a un lien historique ou ethnique ou culturel. Aujourd'hui, tu as un grand black qui fait de la sécurité dans une gated community. Le jour où tout s'effondre réellement, pourquoi est-ce qu'il continuerait à garder ces gens qui sont physiquement incapables de tenir face à une foule, face à une émeute? Et à quel moment alors, ma thèse, c'est que si les gens ne sont pas capables de se défendre eux-mêmes dans les communautés, dans les groupes qu'ils organisent, ils vont être balayés. Mais tu sembles avoir une approche plus orientée, alors c'est peut-être notre différence aussi de d'où on vient, plus orientée un peu lutte des classes. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ça? Oui, mais en fait, juste avant ça, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un désaccord qu'on a, nous deux aussi, c'est sur la notion même d'effondrement. En fait, Mhm. moi, je vois l'effondrement plus comme un processus qui est déjà en marche, en fait. Ah oui, ça, je suis Et d'accord. qui dure, enfin, d'accord, mais et donc, Il est plus c'est vrai lent, que, tu le vois plus notamment lent que moi, ça oui, c'est vrai. Tu le et vois dans plus tes lent. analyses, c'est vrai que je vois souvent un peu l'aspect d'un événement, en tout cas, même si la société, on est tous les deux d'accord pour dire que la société, de par sa vulnérabilité, etc., est mûre pour un effondrement. Mais je sais que dans ce que j'ai lu de toi, en tout cas, il y a, tu supposes qu'un événement brusque, une attaque terroriste, je sais pas, une crise financière, risquerait vraiment de faire basculer la société d'un coup dans un effondrement. Et c'est sur quoi je ne serais pas tout à Mhm. fait d'accord, même si j'admets la possibilité. Mais j'ai D'accord. l'impression que dans le cas de figure dans lequel nous sommes, et c'est dans ce cadre-là que j'ai analysé vraiment les gated communities, c'est-à-dire l'effondrement est en marche depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, et
il se traduit dans les faits par une privatisation progressive de tout ce qui peut l'être. Oui. Les services publics et l'espace, notamment à travers ces quartiers-là, et donc de façon à ce que le mode de vie tel qu'on le connaît, c'est-à-dire en gros des classes moyennes, n'est de plus en plus accessible qu'à ceux qui peuvent se les payer et qui seront amenés à être toujours plus minoritaires. Donc c'est dans ce cadre-là, en fait, et voilà, tu parlais de lutte des classes, oui, moi je pense que l'effondrement, en fait, tout ce qu'on peut nommer effondrement, basculement, etc., c'est le produit, en fait, d'une offensive. Bon, j'ai du mal aussi avec les mots capitalisme, etc., mais en gros, à mon sens, qu'on peut vraiment faire démarrer avec la vague qu'on a appelée néolibérale, qui vise petit à petit à saper tout ce qui est public, tout ce qui est service public, tout ce qui est espace public, etc., et donc qui vise à ne restreindre le confort moderne qu'on connaît qu'à une minorité, et en ponctionnant toutes les ressources et toute l'énergie, qu'elles soient naturelles ou humaines, de la majorité. Et c'est dans ce sens. Et ce que aussi j'essaye de montrer à travers ces gated communities, c'est-à-dire que, cette privatisation de l'espace, c'est que l'effondrement, contrairement à mettre tout le monde dans le même bateau, va justement encore approfondir cette inégalité, parce que justement, et ça c'est Naomi Klein l'a parfaitement bien montré, encore une fois, le capitalisme, le néolibéralisme, ne s'effondre pas de lui-même et tire très bien profit justement des catastrophes, de la peur des gens, etc. etc. Donc c'est plus dans ce cadre-là. Maintenant, c'est clair que, comme tu le dis, en cas d'effondrement de toutes les structures dans lesquelles l'argent ne vaudrait plus rien, bon là, je suis aussi d'accord avec toi que je craindrais des tensions ethniques. Alors, je suis en accord sur le fait que nous sommes dans un processus lent. Évidemment, moi je pense qu'il y a des événements qui peuvent faire des basculements de paliers vers autre chose, mais en même temps, ils n'y sont pas aujourd'hui en Occident, mais je les ai vécus dans d'autres pays, au Zimbabwe, ça a été le cas. Mais enfin, ça, on le verra, et c'est une discussion assez théorique. En revanche, là où c'est beaucoup plus pratique, et tout à fait, c'est que moi, je viens d'un monde libéral classique, c'est-à-dire que le marché fonctionne. Le marché permet d'apporter la motivation aux gens, de développer des produits et des services qui ont des besoins, etc. L'ultralibéralisme actuel, il a un double paradoxe. Le premier paradoxe, c'est de s'approprier par la corruption politique les ressources de l'État et s'en approprier physiquement dans le cadre de privatisation sauvage. On l'a vu en Union soviétique, on l'a vu lors de l'effondrement des pays de l'Est, où des groupes se sont accaparés, des personnes se sont accaparées des biens qui étaient censés être publics. On le voit aujourd'hui en Grèce, où on brade des choses qui ont énormément de valeur, et pas qu'en Grèce, de plus en plus partout. Donc ce sont en fait des formes de privatisation qui ne suivent pas les règles du marché, elles sont purement liées à de la corruption. Et le deuxième paradoxe, c'est qu'effectivement, on peut l'appeler, je sais pas, encore une fois, les termes, c'est toujours difficile, il faudrait passer des heures pour les définir, mais ce capitalisme de prédation, au lieu d'être un capitalisme de création, l'école autrichienne, hein, c'est pas du tout ce cas qu'on vit aujourd'hui, il n'est pas dans la destruction créatrice, il est dans le parasitage, et l'entropie s'appliquant également aux flux financiers et aux activités économiques, s'il n'y a pas de création suite à la destruction, en fait, on se retrouve dans un cas, et qui est probablement le cas le plus affreux, que citait Jared Diamond dans Collapse, qui était celui des Vikings du Groenland, c'est-à-dire dans un environnement où finalement les riches sont les derniers à mourir, mais ils vont quand même mourir, parce qu'une fois que la prédation a tué et détruit tout l'environnement, et au sens large de l'environnement, et bien sûr l'environnement écosystème, mais aussi évidemment l'environnement humain, et ce paradoxe de finalement, ce qui a créé la grande richesse du 19e siècle et du 20e siècle, c'est le fait d'avoir émancipé, on est passé des esclaves à des ouvriers, on est passé d'ouvriers à des personnes qui travaillent dans le savoir et dans la connaissance, et là on est en train de transformer la classe moyenne au mieux dans des esclaves, et au pire simplement en des va-nu-pieds qui vivront dans des favelas. Et donc ils ne seront plus capables d'être productifs, et donc ce capitalisme prédateur, vampirique, il va à sa mort. Et c'est ça, ce paradoxe absurde. Parce qu'à la fin du fin, il va rester des gens sur des piles d'or et d'argent qui ne pourront plus rien acheter puisque le monde est détruit. Enfin,
et bon, après, moi, je pense qu'il il y a des paliers, justement. C'est qu'au bout d'un moment, les gens, ils s'énervent. Bon. Mais c'est ce double paradoxe que je trouve, hein, moi, je le vois dans ton livre. Hein. On voit très bien que tu nous amènes, par exemple, il y avait un chapitre qui m'a beaucoup plu, j'en suis totalement d'accord, sur la guerre de civilisation autoréalisatrice. Parce que là aussi, pour pouvoir avoir de la prédation, il faut des guerres, ça facilite les crises, enfin ces crises sont gérées, mais en même temps, une fois qu'on a mis en place le processus, eh bien, il ne s'arrête plus parce qu'il a une intelligence et une vie qui lui est propre. Et on l'a vu, la guerre en Syrie qui nous amène les vagues de migrants, qui amène des vagues de criminalité, et auxquelles plus personne n'a de réponse, puisque c'est des millions, et ça devient des troubles de plus en plus effets papillons multipliés par des millions et des milliards d'êtres humains. Ouais. En fait, mais je vais essayer un peu de revenir sur tous les points que tu as évoqués, c'est pour ça que je prenais un peu des notes. Mais par rapport au. En fait, il y a justement, c'est que c'est une lacune que j'ai remarqué moi, dans beaucoup des livres que j'ai lus sur l'effondrement, c'est justement de ne pas nommer les choses. Et moi, j'estime qu'il faut les nommer, à savoir justement la cause du problème, pour moi, c'est le capitalisme. Alors, par contre, le problème avec le capitalisme, c'est que c'est pas un système, je le dis dans le livre, c'est pas un système dans lequel l'oppression est visible. On est tous un peu des capitalistes, on vit tous dans un monde capitaliste, donc c'est pas quelque chose. Autant je dénonce le capitalisme, autant j'admets ne pas avoir de solution pour le remplacer comme ça. Par contre, ce qui est certain, c'est que c'est la logique capitaliste qui est la cause, à mon avis, de toute la conjonction de crises qu'on connaît et qu'on peut appeler l'effondrement. L'écologie, ça c'est clair, ça je pense qu'on est plus loin, parce que c'est une logique qui vise à ne pas imposer de limites dans un monde qui en a. Tu as parlé donc notamment du 19e siècle, du 20e siècle. Bon, il ne faut pas oublier aussi que les progrès, donc l'apparition d'une classe moyenne, n'a toujours concerné au mieux que, je sais pas, 15% de l'humanité. Et l'apparition, l'émergence de la classe moyenne n'a pu se faire aussi que sur la prédation des autres peuples, essentiellement ce qu'on a appelé... Qui n'avait rien demandé, ça c'est clair. Donc voilà, toujours un peu relativiser ça. Et du coup, mais voilà, ce qu'on remarque, c'est que si on ne pointe pas la cause du problème, on ne peut pas envisager d'autres solutions. Et moi, je suis persuadé que toutes les solutions, sans remettre en cause la logique de profit, la logique de privatisation des moyens de production, ne peut pas aboutir à une solution. Alors, je ne suis pas non plus pour un système à la soviétique, pas du tout, mais je pense que quelque chose aussi qui est à mon sens commun un peu dans la plupart des différents capitalismes, c'est un peu un accaparement des ressources par une minorité, et de manière souvent non démocratique, contrairement à l'idéal qui voudrait ça. Donc je pense que pour envisager l'effondrement autrement, comme un début de quelque chose de nouveau, je pense qu'il faudrait réinstaurer un peu des notions comme la notion de commun, la notion de service public, mais pas de service public véritablement démocratique, de démocratie dans la sphère économique aussi, donc c'est-à-dire pas hésiter à parler d'élections dans les entreprises, etc., etc. C'est ce qu'en anarchie on appelle le volontarisme. Oui, mais en fait, je me souviens, enfin, je pense que je peux le dire, que dans nos échanges, tu assumes clairement ton côté anarchiste de droite. Moi, je viens d'une tradition marxiste dans le sens lutte des classes, mais j'ai toujours été beaucoup plus proche des libertaires, beaucoup plus de gauche, c'est-à-dire beaucoup plus, voilà, une mise en commun et une démocratisation des moyens de production. C'est ça que j'entends, même si, encore une fois, les étiquettes, bon, pas anarchiste, mais c'est toujours les idées qui m'ont intéressé et que je trouve qui sont assez prometteuses. D'ailleurs, je termine mon livre par un chapitre sur un mode de contestation libertaire. Je pense que c'est vers ça qu'on doit aller, quoi. Ah oui, mais donc, du coup, voilà, moi je pense vraiment que le capitalisme doit avoir une place centrale. Et pour expliquer aussi toute une série de choses, c'est aussi le but du livre, c'est quelque chose, moi, qui m'inquiète et que je pense qui va être un symptôme qui est déjà de cet effondrement, c'est les replis identitaires religieux qu'on voit de part et d'autre. Dans le sens que, vu que on est dans un monde dans des sociétés dans lesquelles la sécurité devient la valeur centrale. C'est évidemment légitime de rechercher la sécurité, mais pour moi, c'est un problème quand elle devient la valeur centrale au détriment de toutes les autres. Et le problème, c'est que cette recherche de sécurité, qui est de plus en plus difficile à avoir, on peut parler de la sécurité de l'emploi, la sécurité financière, la sécurité physique aussi, amène des replis sur sa communauté, sur sa religion, et qui, à mon sens, sont destructeurs. Et c'est pour ça que je dénonce un petit peu ce qu'on appelle la guerre des civilisations, parce que quelque chose qu'on prétend comme voilà, une opposition entre un monde islamique et un monde occidental, c'est principalement la thèse de Huntington, même si je la simplifie un peu ici
pour l'interview, mais c'est quelque chose, à mon sens, voilà, qui au départ n'avait pas lieu d'être. On ne peut pas comprendre la montée du rejet de l'Occident vis-à-vis du monde musulman sans expliquer la colonisation du Moyen-Orient, les ingérences, les guerres pour le pétrole, les ghettos dans lesquels croupissent la plupart des populations immigrées dans nos pays. Donc voilà, moi je prendrais plus ça, et ça c'est clairement un symptôme justement du capitalisme, et c'est quelque chose vers quoi on doit aller. Donc à mon sens, à la place de ça, il faut vraiment essayer, c'est un peu le but de ce livre aussi, d'amener une prise de conscience en analysant tous les problèmes qu'on connaît sous l'angle de la lutte des classes et pas sous des luttes identitaires ou ethniques ou des choses comme ça. Même si j'admets que c'est une conséquence et c'est ce qui est en train de se passer malheureusement, mais je pense que c'est dû à une absence d'analyse en termes de classe sociale. D'accord, c'est de l'anthropologie, hein. On revient vers les 150 personnes autour de nous avec lesquelles on peut s'entendre, parce que on a cette approche, et toute la civilisation, c'est de nous élever normalement à aller plus loin que ça. Mais c'est vrai que sous crise, on a tendance à revenir vers notre petite tribu de singes pas très évolués, qui vivent dans sa clairière et qui se connaissent à 150, 200 membres. Alors, Puis juste, si je peux me permettre encore juste un point, ce qui est aussi, tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'on est, en tout cas dans les pays occidentaux, on est une ou deux générations qui n'avons pas connu de crise ou de grands désordres, et donc je pense qu'on est habitué à un certain confort, à un mode de vie voilà. Basé sur la sécurité. Et je crois que si les gens ne sont pas préparés, c'est pour ça, à la fin de mes conférences, souvent, des gens me disent « Ah, mais qu'est-ce que vous proposez? Vous êtes pessimiste ?» Non, mais je pense qu'il faut un certain catastrophisme pour se préparer à ce qui va se passer et justement pour éviter après d'y être, de ne pas l'être et donc du coup de s'accrocher à des réflexes qui pour moi ruineraient traduiraient l'effondrement vraiment par une catastrophe. Quoi. Alors, lorsque je rencontre dans des conférences des gens, parfois on me parle on aimerait retrouver la France ou la Belgique, ou bon, moins souvent la Suisse, et moi je leur dis, mais effectivement, ce que tu essaies de retrouver, pour peu que ça ait jamais existé, c'est impossible d'y retourner. Le monde change, on ne peut pas revenir à la France des années 50 ou à la Belgique des colonies, enfin c'est pas possible. En revanche, je pense qu'il faut, et tu l'as dit, il faut ne plus avoir d'espoir. C'est-à-dire, il faut admettre que c'est trop tard. On peut pas revenir. Tu parlais de ce mot de. Je crois qu'en anglais, le mot de juste, c'est predicament. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème et une solution. On a un basculement vers autre chose. On va essayer de faire en sorte. Je pense que toute personne de bonne volonté va faire en sorte de faire en sorte que ce basculement il se fasse avec le moins de douleur possible. Ça, c'est bien la moindre des choses de penser cela, d'abord pour soi-même, les siens et puis les autres, mais il faut qu'on admette qu'on va vers complètement d'autres choses. Et il faut avoir cette flexibilité mentale de se dire ça va être potentiellement horrible. Il faut arrêter de dire on va tous se serrer, se donner la main et se faire des bisous et c'est bon. Non, c'est pas bon. Et justement, alors, pour revenir à ton livre, quels sont parce que ton livre, en fait, m'a fait penser à un livre de Pablo Servigne, quoi, je crois qu'il a écrit l'avant-propos dans ton livre, qui fait aussi une analyse. Et peut-être, alors c'est pas une critique, parce que je trouve que c'est très très important que les gens lisent des livres comme le tien, ou comme celui de Pablo Servigne, pour comprendre, par différentes approches, Moi, je viens du monde libéral, et donc j'en arrive aux mêmes conclusions que toi, qui viens d'un monde, comme tu dis, plus avec une analyse marxiste, etc., et que bien d'autres à travers le monde. Finalement, quand on voit les faits, si on veut bien avoir l'honnêteté intellectuelle de décrire les faits tels qu'ils sont, on se rend compte qu'on a les mêmes analyses sur ce qui va arriver. Ensuite, sur les causes, on peut avoir des divergences, mais les faits, c'est qu'on a un effondrement écologique, on a un effondrement financier, on a un effondrement des ressources naturelles, etc. On arrive à ces conclusions. Et que la conséquence, parce qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas tout d'un coup souvent on voit ces images, ces dessins un peu humoristiques où on voit une grande formule très complexe sur un tableau noir, et le scientifique dit, et là, à ce moment-là, au milieu de ces grandes formules, il dit, et là, il y a un miracle. Il n'y a pas de miracle. On ne peut pas compter sur des miracles. On doit admettre que ça va basculer vers autre chose. Ton livre, comme celui de Pablo Servigne, et peut-être c'est l'occasion de faire ensuite un tome 2, c'est qu'en fait, il s'arrête à la fin de l'analyse de ce qui va arriver. Et encore une fois, je conseille les gens de le lire parce que c'est une analyse qui est très pertinente.
Après, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la grande question. Ouais, juste, je vais y répondre juste avant. Mhm, Quand tu parles tout à l'heure qu'il y a pas d'espoir, je crois que c'est pas le bon mot, espoir. mhm, Moi, je le verrais plus, et c'est justement, c'est Pablo, je pense, qui parlait de ça. Il disait justement, juste faire le deuil de certaines choses. oui. C'est-à-dire, voilà, la société telle qu'on l'a connue n'existera plus. Maintenant, c'est pas spécialement une question d'espoir, c'est juste admettre ce Oui. fait-là. C'est comme, je crois que c'est Pablo aussi qui parle de la mort, bon, on sait tous qu'on va mourir, on vit avec. Et voilà, c'est pas pour ça qu'on déprime, certains le font sans doute, mais on essaye de ne pas déprimer tous On les jours passe et tous par les juste phases de Kubler-Ross quand il y a une voilà, mauvaise nouvelle. évidemment. Mais le risque, c'est que si jamais les gens ne sont pas préparés à ça, c'est qu'après, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils s'accrochent à un monde qui est en train de disparaître. Et c'est pour ça aussi, encore une fois, faire le parallèle avec les gated communities. Les gated communities, on remarque un des points importants aussi, c'est outre la sécurité, il faut savoir aussi que c'est un mode de vie qui se généralise en tant que pas spécialement chez les riches, aussi chez on va dire la classe moyenne relativement aisée, mais pas spécialement les très riches. Et ce qu'ils recherchent aussi dans les différentes analyses, c'est une recherche de solidarité entre ses voisins, où on connaît ses voisins, etc. Donc en gros, j'ai l'impression aussi que tout ça, si on ne prépare pas, s'il n'y a pas une prise de conscience, beaucoup de gens, comme dans les gated communities, vont essayer de recréer entre soi un monde qui disparaît. Le problème, c'est que ça aura des effets désastreux sur ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Pour répondre à ta question, c'est clair en fait que ce que je dis souvent aussi quand je parle de ça en conférence ou quoi, c'est que j'ai un peu le bon rôle, mais moi c'est ça d'ailleurs que j'adore la géographie, c'est que c'est une discipline qui vise à comprendre le monde pour ce qu'il est. Enfin comment il est, etc. Donc moi c'est l'objectif de ce livre, c'est de comprendre ce qui est en train de se passer. Malheureusement ça va mal, c'est clair, mais je pense que et je n'ai pas de solution à proposer autre que celles qui existent déjà. Je veux dire, il y a une série de projets tels que les villes en transition, tels que Mhm. le mouvement survivaliste, tels que les projets de monnaie locale. Enfin, il y a assez d'alternatives qui existent, mais euh, je ne suis pas là. Moi, je me sens déjà très mal en donneur de leçons en disant ce qu'il Mhm. faut faire. Ce qui m'intéresse, moi, c'est d'essayer c'est vraiment quelque chose qui manque dans les analyses, c'est des analyses en termes. Déjà, quand on analyse les causes des problèmes, ça c'est quelque chose qui est rarement fait et que beaucoup de gens, en tout cas hors certains milieux, ne savent pas parce qu'on ne peut pas compter sur les médias traditionnels, en tout cas très peu pour le faire. Et les causes et encore une fois les responsables, c'est-à-dire qui est responsable. Quand on parle de crise écologique, par exemple, souvent on a l'impression que on culpabilise un peu les gens, etc. Mais bon, il y a des choix de société qui n'ont pas été décidés démocratiquement. On peut parler des subventions aux énergies fossiles, etc. Pareil pour la finance, personne n'a. Il faudrait demander un petit peu aux gens s'ils sont d'accord d'avoir une concentration bancaire telle qu'elle se fait. L'emploi aussi, est-ce que techniquement, là, on aurait les moyens de travailler 2-3 heures par jour et de créer le même nombre de richesses? Pourtant, ce n'est pas le cas et on a 10%, 10-15% de chômage dans la plupart des pays industrialisés. Donc ça, c'est des choix de société qui doivent être faits et je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience en disant on ne reviendra pas au... Il faut changer, il faut vraiment avoir un peu d'audace et envisager d'autres changements plus profonds que ce qu'on connaît et que revenir au plein emploi, que revenir... Voilà, il faut envisager ça. Mais c'est clair qu'une fois que je donne ça, je laisse un peu le champ libre et donc je ne me mouille pas. Par contre, un point moi, sur lequel j'insisterai aussi beaucoup, c'est à l'importance des mobilisations. Moi, je suis un peu, comme tu le dis, dans une tradition assez marxiste, et c'est-à-dire, je pense que les grands changements progressistes dans l'histoire ont été faits avec des mobilisations sociales importantes. Et donc, je pense que essayer des alternatives concrètes, individuelles ou collectives à un niveau local sont nécessaires, sont importantes, et je suis le premier à essayer de le faire, mais je pense que face à nous, on a aussi un rouleau compresseur qui encore une fois, risque de traduire l'effondrement dans les termes les plus négatifs. Et je pense notamment aux politiques, encore une fois, néolibérales. Quelque chose qui me vient en tête maintenant, parce que j'en ai discuté avec quelqu'un tout à l'heure, c'est le fameux traité transatlantique, Bien sûr. qui, rien que si ce traité-là passe, il va ruiner toute une série d'alternatives concrètes qui se mettent déjà en place. Et donc, si on n'envisage pas des mobilisations collectives avec des luttes sociales très importantes, et je termine le livre par une phrase qui fait un peu office de conclusion, c'est que si on veut que l'effondrement débouche sur quelque chose de plus positif, il faut absolument ne pas en laisser la gestion à ceux qui en sont responsables. Et je crois que tout le résumé du livre, en tout cas tout ce que je pense, est là. Mais encore une fois, c'est une posture assez facile, dans le sens où je ne propose pas de programme. Mais je ne suis pas là pour ça et je ne voudrais pas. Donc c'est juste essayer de poser un peu, de jeter un pavé dans la mare, en fait, et espérer que ouais. Mhm. Alors, je vais reformuler ma question alors différemment.
Oui. qu'est-ce que tu fais toi en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que membre d'une collectivité peut-être? Qu'est-ce que tu fais toi dans ta vie pour faire ce deuil de ce monde et de passer à autre chose? Alors j'essaye. L'avantage, enfin mon avantage, c'est que j'ai toujours eu une vie assez entre guillemets assez simple. Je n'ai jamais, bon, j'ai mes vices à moi, j'aime bien voyager, etc. Mais j'essaye quand même de rester, on va dire, les pieds sur terre. J'essaye d'avoir la vie de plus en plus la plus résiliente possible, c'est-à-dire ben, j'essaye d'acheter mes légumes, enfin, toute une série de petites activités individuelles, ça. Mais à côté de ça, voilà, je vis dans une zone rurale, donc je suis dépendant de ma voiture. Je suis quand même dépendant je suis pas à ton point, en tout cas, je n'ai pas une base autonome durable encore. Mais moi, je vise beaucoup aussi sur, c'est ça que j'aurais aussi une nuance avec toi, c'est que je suis plus dans une dimension un peu collective et donc je Mhm. serais plus proche par exemple des villes en transition, donc essayer de créer des projets, de participer à des projets qui existent de monnaie locale ou des choses comme ça. Et sinon, moi j'avoue que je suis beaucoup plus, encore une fois, dans cette tradition de lutte. Et donc, d'où mon engagement au sein du CADTM, dans le sens, voilà, ça va encore un petit peu déborder du sujet, mais je pense par exemple que le combat contre la dette est Mhm. vraiment une priorité parce que c'est quelque chose et d'ailleurs qui revient aussi dans les théories de l'effondrement parce que ça montre bien que la dette, ça implique une croissance future qui n'arrive plus, on le voit. Et donc voilà, je pense que la dette, par exemple, c'est une fonction c'est un mécanisme de transfert de richesse assez important. Donc voilà, c'est un cheval de bataille que j'ai. Mais, euh, mais voilà, mais c'est vrai que, et sinon, ben, moi j'essaye, ce qu'il y a aussi, je pense, c'est ce que je reviens quand je discute avec ça avec des gens, c'est être modeste en fait. Et moi, ça, j'ai appris à l'être. J'ai eu une phase il y a un an ou deux où, voilà, ben, en faisant mes recherches là-dessus, où ça me déprimait quand même pas mal parce que je vois que la mobilisation, etc., n'avance pas par rapport au problème. Et maintenant, j'apprends à être modeste, c'est-à-dire à faire à être heureux déjà en faisant ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire je suis heureux en écrivant, en essayant de diffuser mes idées, etc. Et voilà, j'admets par contre que ben, c'est pas moi tout seul qui changerai le monde, mais je pense que voilà, quelqu'un qui se met à fond et qui n'est pas heureux au fond de lui, ça ne peut pas durer non plus. Donc c'est un peu, je pense que c'est ce que je conseillerais aux gens, c'est voilà, de lutter. Essayer aussi, c'est ce que j'essaye de faire le plus, de sortir un peu du système d'exploitation qu'on connaît et qui conjointement nous apporte aussi plus de résilience, c'est-à-dire essayer d'aller de moins en moins au supermarché, essayer de vraiment de moins en moins participer à cette machine capitaliste, je pense qu'on peut le dire. Mais voilà, c'est vrai que concrètement, je n'ai pas un outil prêt à penser, un peu comme la deuxième partie de ton livre sur Vivre à l'effondrement économique, ça j'avoue, que j'ai trouvé très intéressante aussi. Mais j'avoue aussi que enfin, je ne sais pas, en fait, je suis peut-être un peu plus optimiste ou plus naïf que toi, dans le sens, j'ose Tu es espérer plus qu'on ne jeune, devra pas, tu es plus jeune que peut-être aussi, moi. ouais, mais qu'on ne devra pas en arriver là, en fait. Et donc voilà, donc c'est peut-être des œillères que j'ai, mais par contre, enfin, je suis pas non plus naïf au point de certains en disant que tout l'effondrement va être. Non, je sais bien que les défis sont immenses et sont déjà là, et je pense vraiment qu'on va vers une période assez trouble. Mais bon, j'espère encore, enfin voilà, je n'arrive pas à me mettre encore là-dedans dans. Mais Non, bon, mais voilà. tu mentionnes à très forte raison, en fait, deux mouvements parce que tu disais, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de gens, peut-être, mais je trouve qu'il y a énormément de gens, au contraire, qui par exemple, tu parlais des villes en transition. Mouvement auquel j'adhère et que je ne trouve pas du tout, qui s'oppose pas du tout au concept de base autonome durable, à mon avis. J'étais encore, il y a 2 semaines, j'étais en Italie, dans une petite ville en Italie, et il y avait, le jour avant ma conférence, une conférence de la ville en transition de cette petite ville où j'étais. Et, euh, et en fait, on en a partout, dans toutes les villes en Europe, il y a des petits groupes de gens qui commencent à réfléchir, qui sont plus ou moins organisés, plus ou moins grands, qui commencent à se dire, voilà, est-ce qu'on arrive à rendre notre ville le plus autonome possible par rapport aux énergies fossiles, ou limiter leur consommation, ou augmenter la production d'abord la réduction de consommation d'énergie, mais aussi la production par des sources peut-être plus renouvelables, et qui commencent à comprendre que le solaire et l'éolien, c'est pas forcément du renouvelable. C'est des sujets qui, pendant longtemps, nous ont un peu fait rêver, mais en réalité, c'est beaucoup plus compliqué. On le sait tous maintenant.
enfin, je pense que dans les mouvances écolo, on commence à se rendre compte peut-être de ce qu'on nous a vendu avec les éoliennes. Mais également, par exemple, il y a toute cette approche de localisme par rapport à la production. Il y a beaucoup de paysans qui en ont assez de travailler dans le circuit de la grande distribution et qui finalement gagnent mieux leur vie en produisant un peu moins de meilleure qualité et de distribuer autour d'eux. On voit de plus en plus des endroits où les gens peuvent aller récolter les fleurs et les légumes et simplement ça fonctionne par confiance, ils mettent de l'argent dans une boîte et ça fonctionne. Et les gens ont tendance à payer plus et à donner plus et c'est vraiment des choses qui sont très encourageantes. Et de la même manière, le mouvement qu'on appelle survivaliste, parce que c'est une étiquette, mais finalement cette approche de base autonome durable, et tu as vu, j'ai un chapitre qui parle du lien social. Donc, c'est une approche qui commence par l'individu, parce qu'il faut bien que quelqu'un bouge, et puis on ne peut pas attendre que ce soit les autres, mais en fait qui est dans cette imbrication et de développement de circuits courts, locaux, etc. Et qui va tout à fait dans ces approches de monnaie locale. La dernière fois que j'étais en Belgique, j'ai rencontré un groupe d'anciens Antifa ils sont pas très loin, je pense, de la région où tu habites, puisqu'ils sont dans la région wallonne, et qui ont leur monnaie locale. Ils appellent ça euh, je crois que c'est un nom très bucolique, comme les bisous, un truc comme ça. En fait, la monnaie s'appelle où chacun cède, voilà, je répare toi, je garde tes enfants, et ils ont une monnaie qui est hors réseau financier, et c'était très, très, très charmant en plus comme approche. Et qui se sont dit, bon, ben voilà, le combat politique où on se fait manipuler, on arrête, et on se commence avec nos familles, nos enfants, à se mettre, chacun un petit peu, le potager, puis il y en a un qui est électricien, alors il aide les autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et finalement, ça demande, et tu l'as dit très justement, l'abandon de certains rêves. C'est fini de dire je vais avoir 2 voitures, une maison de vacances, une BMW avec l'écran plasma. Au bout d'un moment, on enlève tous ces trucs qui sont pas forcément indispensables. Encore une fois, moi je suis pas moralisateur comme toi. Tu es pas moralisateur. Moi, si quelqu'un a envie de sa téléplasma, je vais pas lui dire que c'est bien ou c'est mal. C'est simplement une question de choix, de priorité. C'est que s'il veut sa téléplasma et après il me dit oui, mais tu vois, j'ai pas d'argent pour m'acheter des outils pour le jardin ou des armes à feu, et bien à ce moment-là, je lui dis oui, mais tu as une téléplasma. Donc c'est un choix. La vie, ce sont des choix. Et bon, alors peut-être que moi j'ai une approche, encore une fois, je viens du monde très libéral où on vote avec son porte-monnaie, mais c'est aussi une réalité. Oui, en fait, oui, c'est une réalité. Maintenant, il y a quelque chose, moi, dans tout ce que tu as évoqué, les alternatives, quelque chose qui manque, et ça, c'est ta tradition libérale, moi, c'est certainement ma tradition marxiste, c'est qu'il faut aussi envisager à un moment donné une confrontation avec le système. Enfin, le système aussi, c'est un mot, mais je veux dire, avec les politiques publiques, avec ce qui est en face de nous. Et donc, vivre hors du système, c'est bien, mais je pense que ça ne suffit pas. C'est des alternatives qui sont nécessaires, il faut vraiment le faire, mais il faut aussi une coordination un peu des luttes. En fait, c'est peut-être ça aussi, hein, le point positif de cet effondrement, c'est qu'étant donné que tous les aspects de la vie sont touchés, ça augure peut-être une possible convergence des luttes entre les forces écologistes. Moi, je crois beaucoup aussi au pouvoir des syndicats, si tant est que les syndicats se réforment, c'est-à-dire avec une vision beaucoup plus démocratique, moins bureaucratique. Ils seraient plus corrompus. Je ne sais pas, en tout cas, voilà, imposer des mécanismes de démocratie directe, en tout cas au sein de syndicats, comme des syndicats anarchistes, par exemple, qui existaient auparavant, qui existent encore, mais avec une moindre force. Et je pense que le problème, le salut, entre guillemets, c'est un peu religieux de dire ça, mais viendrait de là, c'est-à-dire... C'est très religieux le marxisme, il n'y a pas de problème. Oui, mais je ne sais pas ce que je dis quand je suis marxiste. J'ai pas lu tout le Capital de Marx. Je suis proche de la tradition, mais je n'ai jamais été communiste, par exemple. Donc, non, mais c'était une boutade. Ce que je respecte, ce que j'adhère vraiment, je suis persuadé dans le marxisme, c'est l'histoire de lutte des classes. Donc, pour moi, j'aime bien cette phrase. J'aime bien. L'histoire est avant tout une lutte des classes, et aujourd'hui plus que jamais. Même si, quand on parle de classe sociale, bon, il faut nuancer. Moi, j'aime bien le concept d'Occupy Wall Street qui dit c'est les 1% contre les 99 autres, et je crois que c'est quelque chose qui se vérifie plus ou moins un peu partout. Et quand on analyse toutes les politiques mises en place sur base de ça, que ce soit la COP21, que ce soit la fiscalité, que ce soit la fameuse réforme en France, etc., sous cet angle-là, on arrive à un autre aspect des choses, et dans lequel on peut voir que le monde qu'on nous prépare, et qui là, à mon avis, serait
serait conforme un peu à la vision la plus négative de l'effondrement. Et je termine juste aussi sur un point dans les alternatives que tu as mentionné, quelque chose aussi qui manque beaucoup, c'est que quand on parle de conscience écologique de tous ces mouvements, le problème c'est que j'ai l'impression que ça touche seulement certaines franges de la population, et notamment ça ne touche pas beaucoup les franges populaires en fait. Qui ont été, et notamment à cause de l'effet culpabilisateur de certains mouvements écologistes en disant voilà, donc ça je crois que c'est aussi quelque chose, amener un peu une véritable écologie sociale. Là je renvoie, je me fais un peu de pub aussi, mais du livre précédent que j'ai coécrit avec Éric Derues sur la dette écologique, qui vise à approfondir l'écologie, mais souvent encore l'écologie sociale, une écologie politique, c'est-à-dire une écologie qui touche vraiment qui touche tout le monde, et pas une écologie seulement réservée à celles et ceux qui en ont les moyens, quoi. Et je crois que le salut passera par là, par une espèce de convergence de ça. Alors, tout à fait d'accord sur le fait que s'il n'y avait pas cet effondrement, des gens peut-être d'un monde qui viennent de mondes très différents, comme toi et d'autres, ou moi, on ne se parlerait pas aussi facilement. C'est peut-être aussi parce qu'on a une ouverture d'esprit. Et je suis sûr que moi, je vais avoir des critiques en disant ouais, tu parles avec un coco. Toi, tu vas avoir des critiques. Tu parles avec un facho, je sais pas quoi. De toute façon, je m'en fous. Mais en revanche, il y a une chose qui est très intéressante quand tu as parlé effectivement des classes populaires. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Bien que parmi les gens que je rencontre, ce soit un éventail très 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 grand, mais la réalité c'est que quand je prends les transports publics, quand je prends le train ou les bus, parce que je voyage très rarement en voiture, et que j'entends les discussions qu'ont entre guillemets les classes prolétaires, pour prendre un terme, le prolétariat pour prendre un terme marxiste, c'est affligeant de consumérisme et d'abêtissement intellectuel. Alors qu'il y a une cinquantaine d'années, les classes populaires, elles allaient au théâtre, elles avaient des activités culturelles qui tendaient vers l'élévation. Moi, je vois en Italie mes grands-parents qui étaient très pauvres, ils allaient à l'opéra. C'était accessible, en plus, au niveau des prix. Mais aussi, les classes populaires, et ça, on le voit malheureusement de moins en moins, mais il y a une forte tradition en Europe de ce qu'on appelait les jardins ouvriers, ou les jardins... comment on appelle ça ici en Suisse, il y a un autre terme qui m'échappe, où les villes avaient des grands espaces qui étaient donnés, et parfois c'était même les entreprises, les usines qui donnaient du terrain à leurs employés, à leurs ouvriers, pour qu'ils puissent améliorer l'ordinaire en travaillant des légumes, voilà, et ça amenait un pourcentage significatif, chose que les soviétiques avaient gardée et qui les ont sauvés pendant l'effondrement de l'Union soviétique. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve en Afrique. Je pense que tu connais le Rwanda, parce que je vois que tu as écrit un livre sur le Rwanda. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en Afrique, où tout le monde a son petit lopin de terre, et qui fait fi d'ailleurs à cette... souvent les gens, ils voient les Africains dans les villes, mais dès qu'on sort des villes, tout le monde a son lopin de terre, tout le monde cultive, tout le monde a son petit... et c'est pas juste je ramasse des fruits, c'est vraiment du travail, et on voit les hommes et les femmes qui travaillent dur pour avoir leur... Et c'est quelque chose qui disparaît en Europe. Et c'est notamment quelque chose qu'il faut absolument encourager. Et moi, je le dis souvent aux gens qui m'écoutent, allez voir votre commune. Ça va être très compliqué de promouvoir l'organisation d'une milice de défense. En revanche, c'est beaucoup plus facile d'aller dire, voilà, il y a des terrains vagues, il y a des plates-bandes. Apprenez aux enfants dans les écoles d'être responsables, chaque classe, d'une petite plate-bande où vous faites votre potager. Apprenez aux gens que c'est beaucoup plus intéressant de passer 1 heure dans ce petit potager et d'avoir ses propres légumes plutôt que de regarder des conneries à la télé le soir en rentrant du bureau et de s'abrutir encore plus que vous ne l'êtes déjà. Et ça, c'est un processus voilà, moi comme toi, je ne suis pas à dire il faut qu'il y a qu'à, ce n'est pas du tout mon propos, mais montrer l'exemple sur des choses intelligentes comme ça, je pense que c'est bien. Ouais. Mais oui, par contre, c'est vrai que ce que je disais n'était pas du tout péjoratif vis-à-vis des classes populaires. Par contre, là, je suis d'accord avec toi, dans le sens que je suis pas sûr des fois qu'il y ait plus de culture chez certaines personnes qui ne font pas partie des classes populaires. J'ai pas dit ça. Je pense que à plus haut niveau, ils sont tout aussi abrutis. Et de plus en plus. Ça pose 2 questions, c'est clair. Il y a un abrutissement collectif en fait dans lequel on est tous, notamment. On est un peu dans une société, comme tu le sais, de la désinformation, de l'immédiateté aussi par Internet, où voilà, tout doit aller très vite, donc une info chasse l'autre, et du coup, il y a de moins en moins de fond, ça c'est clair.
Par contre, il y a un autre problème aussi. Je pense que quand on parle des classes populaires, une des raisons aussi qui explique peut-être ce désintérêt pour les questions de fond, c'est aussi qu'elles ont été, à mon sens, dépossédées de leur quotidien. C'est-à-dire de plus en plus ces dernières années, ces dernières décennies, privées d'emplois de qualité, privées d'enseignement de qualité, d'un service public, des espaces publics, etc. Et donc tout ça fait aussi que, ben voilà, quand on a quand on a un quotidien quand même très précaire, je pense que ça n'encourage pas non plus une prise de conscience. Et voilà, quand on cumule un ou deux boulots, moi je le dis souvent aussi, j'avoue que j'ai la chance d'être enseignant, je ne sais pas comment c'est en Suisse, mais en Belgique, ben, on a quand même relativement une très bonne qualité de vie, dans le sens, je rentre chez moi à 4h15, j'ai quand même, là je suis en congé pendant 3 jours, tu Tu vois. vas faire des jeux. Voilà. J'ai pas mal de gens qui ont des boulots qui sont assez contraignants, dans lesquels ils rentrent. Mon beau-père a travaillé dans une usine, a fait les pneus, mon père est ouvrier, etc. Bon, je suis pas sûr que si j'avais une journée assez éprouvante, j'aurais encore le temps et l'envie après de me poser, de lire des livres, etc., etc. Donc, je pense que voilà, c'est pas une question d'être péjoratif ou quoi, mais c'est clairement que non. Mais voir, il faut les moyens. C'est pour ça, par exemple, moi, une de mes alternatives sur lesquelles je plonge beaucoup, c'est la réduction du temps de travail, parce que je pense que c'est quelque chose qui, autant je pense que le travail a certaines vertus, l'emploi notamment, le fait de socialiser, etc. Mais autant une société qui est exclusivement basée sur ça, sur un emploi, quelle que soit la qualité de l'emploi, quelle que soit, etc. Je pense que c'est quelque chose qui nous amène aussi à une perte de sens généralisée telle qu'on la connaît actuellement, quoi. Donc je crois que si on veut aussi revoir un questionnement de fond de la part classe populaire, entre guillemets, c'est vrai que c'est un concept, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire non plus, mais je pense qu'il faut aussi leur donner les moyens, entre guillemets, d'avoir ça. Il y avait un économiste qui s'appelle Amartya Sen, qui parle de capacité, j'aime bien ce concept, c'est-à-dire, il ne faut pas dire aux gens, mais c'est simplement donner au peuple, aux gens, la possibilité de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Or, maintenant, la majorité des gens n'ont pas la possibilité de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils y sont contraints par des questions financières, etc., etc. Donc, je pense que si on veut vraiment arriver à quelque chose, c'est pour ça que je suis un fort défenseur de la notion de public, de service public. Pas la notion de service public au sens où on l'entend traditionnellement, mais de socialisation des moyens publics, c'est-à-dire avec participation des usagers, etc. Mais voilà, au contraire encore de la privatisation dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Non, mais c'est tout à fait intéressant. En tout cas, il y a une chose sur laquelle, quelles que soient les idées et les approches des gens, quelles qu'elles soient, c'est très important que l'on parle, d'abord qu'on s'exprime aujourd'hui, que l'on dise les choses. On peut être d'accord ou pas, on peut être d'accord avec les causes de l'effondrement, mais il faut en parler, parce que ne pas en parler, c'est déjà se cloisonner dans une approche qui n'apporte rien. Ensuite, la deuxième chose, c'est quand on parle de solutions, c'est d'avoir une ouverture d'esprit, de discuter avec tout le monde. Des gens qui ont des solutions plus farfelues que d'autres. Après, évidemment, on trie, et en tout cas, une chose, alors c'est très personnel, moi qui suis pour la non-initiation de la violence, c'est-à-dire que pour moi, la violence, je ne la vois que en réponse à de la violence, mais jamais en initiation. Donc c'est un concept très libertarien, hein, mais de dire, voilà, à partir du moment où c'est sur une base volontariste que les gens veulent de manière individuelle ou en groupe, s'organiser pour atteindre des solutions qui s'appliquent à eux, eh bien, c'est quelque chose de bon. Et en tout cas, on doit parler. C'est vrai que je ne suis pas encore dans le cas, donc ça va. Donc voilà. Donc peut-être pour conclure, qu'est-ce que tu pourrais nous dire encore sur ton livre? Alors, je rappelle, c'est édition Utopia. Ça porte bien son nom. De quoi l'effondrement est-il le nom? On le trouve en librairie, Amazon, Fnac. Mieux vaut la petite librairie. Oui, évidemment, oui, ça c'est clair. Mais je ne sais pas comment conclure. Moi, c'est difficile à dire. Je peux peut-être juste, parce qu'en plus j'ai vu, je peux peut-être faire le lien avec une de tes vidéos précédentes dans lequel j'ai vu que tu avais interviewé William Goldanel sur Israël. Et j'ai un paragraphe, par exemple, parce que ça, Sur l'eau. j'appelle ça une des paraboles du monde à venir, c'est-à-dire à quoi pourrait ressembler notre monde. Et ben, pour avoir visité un petit peu Israël et les territoires occupés palestiniens, je trouvais que c'était un peu une analogie intéressante dans le sens c'est un pays, indépendamment, sans parler de la situation historique, mais en tout cas, c'est un pays qui est confronté à une menace sécuritaire
créé, à mon avis, à mon sens, principalement par leur politique, à savoir la colonisation, etc., et qui a trouvé comme solution de s'emmurer. Donc, c'est-à-dire, on retrouve un peu la métaphore de la gated community. Et donc, ça permet en Ah fait, oui. on le voit quand on visite les deux, on voit qu'Israël est un État qui est impeccable, etc. Et dès qu'on passe dans les territoires occupés, ben, on arrive dans une situation beaucoup plus dégradée, où la débrouille un peu, enfin, les gens vivent de la débrouille. Et par contre, quand on parle aussi avec beaucoup d'Israéliens, ben, beaucoup ne voient pas, ne veulent pas voir, ou en tout cas tout est fait pour qu'ils ne voient pas de l'autre côté du mur. Et on voit ça par exemple quand on voit Tel Aviv, où c'est vraiment une petite bulle touristique, une ville très sympa, mais qui a 40 km de zone occupée. Et je crois que c'est. Et le problème aussi, c'est qu'on voit que quand on crée des murs sans essayer de résoudre la question. La question de l'autre côté, les problèmes, l'effondrement en fait, qui est de l'autre côté des murs, ben, on voit qu'à un moment donné, les problèmes surgissent tout ou tard, et on le voit avec les attaques au couteau dernièrement. Un autre parallèle aussi, c'est l'Europe en fait. On voit que ça fait quand même maintenant 15, 20, 30 ans que toute la zone frontalière de l'Europe est balayée par des guerres et des attentats. Or, ben, là, jusque-là, le peuple européen, excepté si on prend la guerre en Yougoslavie, mais en tout cas, vivait très bien jusqu'au jour où ben, ces attentats passent les frontières, où on a tellement laissé s'accumuler des problèmes de l'autre côté des murs, même si là les murs c'est des murs symboliques, c'est la Méditerranée, etc., mais qu'à un moment donné, ben, les problèmes débordent et arrivent vers ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une vague d'attentats qui n'est pas prête de se terminer. Non, Donc voilà, c'est ça, toujours essayer non, c'est peut-être ça la conclusion. Oui. pardon de t'interrompre, mais parce que tu as dit quelque chose dans ton livre et auquel je suis tout à fait d'accord, c'est que cette vague d'attentats qui n'en est qu'à son début, comme tu le dis très bien, c'est exactement quelque chose que tu décris, c'est-à-dire c'est une guerre des pauvres contre les pauvres pour peut-être éviter que l'on regarde sur les marionnettistes. Mhm. Et qui fait partie de cette guerre, de ce qu'on peut appeler, enfin, de ce capitalisme prédateur et vampirique. J'aime bien, moi, l'expression de Luttwak, le turbo-capitalisme, j'avais trouvé ça aussi assez bien trouvé. Donc voilà, je voulais pas t'interrompre plus, mais Pas de clairement, il y a une problème. approche de guerre des pauvres contre les pauvres, ce qui serait pas nouveau. 14-18, c'est ça, hein. 14-18, c'est Mhm. Ouais, historiquement ouais. prouvé que c'est une volonté de faire des guerres pour envoyer les ouvriers d'un pays contre les ouvriers de l'autre, Mais c'est clair, quand on prend la schématiquement. théorie du choc des civilisations, en fait, on voit que c'était au départ une théorie qui devient réalité, mais c'est pas la situation qui crée la théorie, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, bah, le fait d'aller déstabiliser des régions comme les États-Unis l'ont fait et de mettre au pouvoir systématiquement ou de soutenir des groupes islamistes, ben, et à la fois en Occident d'avoir un rejet des valeurs, soi-disant, du monde musulman, etc., on arrive à deux camps qui s'alimentent l'un l'autre, c'est-à-dire des identitaires de plus en plus islamophobes, on va dire entre guillemets, même si c'est un mot qui veut dire tout et n'importe quoi, et à l'inverse des extrémistes musulmans voilà, qui s'alimentent et qui ont besoin l'un de l'autre pour vivre. Mais c'est clair que quand on regarde un peu, ben, on remarque que par exemple les partis d'extrême droite, si je prends le cas de la France, c'est quand même beaucoup dans les zones qui sont les plus désindustrialisées, touchées par le chômage, même si c'est peut-être une généralité. Et on remarque que beaucoup de gens, en tout cas ceux qui fournissent la chair à canon d'État islamiste, c'est des gars qui viennent de quartiers pauvres et pas du tout des grandes familles saoudiennes ou des choses comme ça. Donc Non, on est clairement. et qui ont jamais lu un Coran en plus. Et voilà, oui, oui, non, ça en plus on est bien d'accord. Mais voilà, donc tout ça Mais pour bon. dire, voilà, c'est peut-être aussi une conclusion, c'est que l'effondrement maintenant va mettre un peu nos sens à contribution. Enfin, et c'est-à-dire, et je pense que on doit vraiment faire attention sur, même si ça va être très tentant, c'est l'obsession de la sécurité à tout prix. En tout cas, ne pas mettre la sécurité légitime, encore une fois, mais comme valeur centrale de la société, parce que la sécurité, on le voit encore avec le cas d'Israël, par exemple, ou des murs, enfin, voilà, la sécurité physique à travers des murs, par exemple, ne résout rien si on ne questionne pas les causes profondes des problèmes. C'est peut-être ça que je pourrais conclure en fait. Non, un exemple intéressant. Bah, écoute, Renaud Duterme, alors pour ceux qui nous regardent, je mettrai le lien Amazon en tout cas et de l'éditeur ici sur la description de la vidéo. Et ben, peut-être je serai à Lille le 22 mai, mais peut-être qu'on se croisera une fois en Belgique ou en Ben, Suisse. avec plaisir. Peut-être même faire une conférence en commun, qui sait. Ça serait avec plaisir. Mais merci bien à toi. En tout cas, c'était vraiment une chouette interview. Donc Bah voilà. écoute, on leur fera une autre fois. À Ben, y a bientôt. pas